Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer qu'est-ce que la Fondation SCP, définie par la Fondation SCP elle-même. Au vu de tout ce qu'il y a à dire sur la Fondation SCP, je pense que cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. 2 ou 3, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est parti. Selon la Fondation SCP, le genre humain dans son état actuel existe depuis 250 000 d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont une moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblants, remplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever du soleil, mais aussi ces fameux oiseaux énormes à tête humaine, les rochers animés. Alors nous les avons appelés dieux et démons, et nous les implorions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens, alors que les choses à y craindre, elles, se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons faire face nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Voici ce que dit de la Fondation SCP l'administrateur. En ce qui concerne l'énoncé de la mission, elle dit ceci. En agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle et extra-normale. Notre mission est triple. D'abord, sécuriser. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses. Et cela à travers une observation approfondie et une surveillance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Contenir. La Fondation va confiner les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leur effet de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. Ce que fait la Fondation. Alors, la Fondation fait des opérations qui sont menées de façon plutôt secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser des missions primaires. Les procédures de confinement spéciales de la Fondation. La Fondation possède une base de données conséquente d'informations qui concernent toutes les anomalies qui nécessitent des procédures de confinement spéciales. C'est communément abrégé par le PCS. La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies et les procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Sachez que les anomalies peuvent prendre des formes diverses, quels que soient les objets, les entités, les emplacements géographiques ou les phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et confinées dans les installations sécurisées de la Fondation, ou sur place si la relocalisation s'avère impossible. En ce qui concerne la sécurité interne, la Fondation va opérer dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter tous les niveaux de sécurité, ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel
violant le protocole de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Comme toute organisation, elle a ses rivaux et ses groupes d'intérêt. Donc la Fondation n'est pas la seule organisation qui a connaissance de la normalité et qui est capable d'interagir avec ou de l'utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale. Mais la plupart sont opportunistes et vont agir uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect. Et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation est un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Il y a aussi des classes aux objets SCP. Ça, je crois que vous savez un petit peu plus si vous vous intéressez aux SCP. Vous en avez certainement entendu parler. Puisque ces classes, c'est ceux qu'on donne généralement aux objets SCP eux-mêmes et qui couvrent la majorité des anomalies confinées par la Fondation. Donc il y a différentes classes. Il y a les objets de classe sûrs, qui sont des anomalies qui sont assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque, ou qui sont dotés de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif, et le manipuler ou entrer en contact avec lui, sans respecter les procédures en vigueur, peut s'avérer quand même dangereux. Il y a ce qu'on appelle les Euclides. Alors la classe Euclide, ce sont les anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide, c'est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus, et en attente d'informations suffisantes pour pouvoir vraiment mieux les classer. Il est d'ailleurs à noter que les anomalies qui sont dotées d'autonomie, de conscience ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum. De fait qu'un objet qui est capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition même susceptible de briser son confinement. Après, nous avons la classe Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes, ou qui ne peuvent pas être confinés efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont plutôt généralement considérées comme les plus problématiques du fait de leur danger et du danger qu'elles peuvent présenter soit pour la vie des êtres vivants, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation va investir d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements qui seront plus efficaces pour ces anomalies, voire en ultime recours, neutraliser directement leurs effets anormaux ou les détruire. Nous avons ensuite la classe Thaumiel, où sont classées les anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qu'il serait très difficile, voire impossible de confiner autrement. L'existence même de cette classe Thaumiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que des membres haut placés de la Fondation. Mais il y a aussi d'autres classes. Ces classes d'objets dont je vais parler ensuite servent plutôt à désigner des cas qui sont plus spécifiques que les cas qui sont plutôt principales. Et elles sont utilisées plus rarement, mais n'en sont pas moins officielles et importantes. Tout d'abord la classe neutralisée, donc ce sont bien sûr les anomalies neutralisées, qui ont perdu leurs propriétés anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, ou soit parce qu'elles ont spontanément cessé de manifester des effets anormaux. On conserve une documentation qui concerne ces anomalies neutralisées dans un but d'archivage des informations, au cas où un jour elles retrouveraient leur propriété anormale, ou elles réapparaîtraient dans le futur. Il y a une classe donc qui est une classe expliquée, qui sont bien sûr là encore les anomalies expliquées, donc les identités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation a réussi à comprendre parfaitement, parce que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle, ou qu'ils ont été identifiés comme faux ou mal étudiés. Il y a aussi la classe ésotérique.
Certains objets vont nécessiter un confinement très atypique, ou ils ne correspondront à aucune des autres classes. Il a donc fallu créer une nouvelle classe spécialement pour eux. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales, si cela est possible, pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui vont influencer directement les documents qui traitent d'elles, ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés d'une manière précise pour être confinés correctement, forçant ainsi leur rapport à afficher une certaine classe contre la volonté de la Fondation. On parle alors de classe narrative, qui est une autre variété de classe non standard. Après, lorsqu'on évoque les objets SCP, on a tendance aussi à parler du niveau de menace de ces objets. Ce niveau de menace, c'est en fait une donnée qui permet d'estimer la dangerosité d'un objet SCP si celui-ci venait à briser son confinement. On rappelle au personnel que ce système de classification est complémentaire du système de classification déjà utilisé. Donc il existe 7 niveaux de menaces de SCP et chacun est représenté par une couleur. D'abord la blanche. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé comme précisé dans les procédures de confinement spécial de l'objet. Ils sont souvent couplés avec une classe sûre. On a la couleur bleue. Alors ce sont les objets qui peuvent être bénéfiques mais ne peuvent pas être utilisés comme on l'entend. Ça correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités qui n'agissent que d'une certaine manière et que sur certains individus. C'est souvent attribué aux objets sûrs ou aux Euclides. On a la couleur verte. Ce sont des objets qui sont ni bénéfiques ni nocifs tant qu'ils sont utilisés correctement. Et ce sont généralement une couleur qui sont attribuées aux objets sûrs ou Euclides. On a la couleur jaune. Or, ce sont les objets qui sont plutôt nocifs mais facilement limitables. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non par la Fondation, et qu'il reste stable tant que les conditions ne sont pas remplies. On attribue souvent ceci aux objets sûrs, Euclides, voire quelquefois à ceux de classe Keter. Il y a la classe orange. Là, l'objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Il est souvent attribué aux objets Euclides ou Keter et il s'agit également du niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. Il y a la couleur rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa rupture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité. Il est souvent attribué aux objets Euclides ou Keter. Et finalement, vous avez la couleur noire. Là, c'est que l'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus, et que sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité. Et presque systématiquement, c'est attribué aux objets de classe Keter. Il est important de noter que si un objet va modifier son comportement dans des circonstances inconnues, il est possible de lui assigner un niveau de menace secondaire, au cas où. En l'absence de niveau de menace, le terme est indéterminé, puisque vous avez vraiment des objets SCP qui ont un niveau de menace indéterminé. Par exemple, si votre objet c'est un caillou qui cause l'explosion de tout le multivers, seulement quand un saxophoniste unijambiste qui porte un tutu rose 100% coton va lui donner un coup de pied dessus, eh bien déjà, votre SCP n'est pas fameux, et ensuite, ses caractéristiques devaient être noires et sûres. Sûr, car il y a vraiment très peu de chances qu'il s'active, mais le risque zéro n'existe évidemment pas. Et noir, car il a le potentiel quand même destructeur d'un scénario XK. A l'inverse, une peluche qui va tirer la langue et se téléporter aléatoirement en faisant des bruits vulgaires serait vert mais Keter. Keter car impossible à confiner, et visible aux yeux de tous comme un objet anormal. Et vert car il ne ferait pas de mal à une mouche. Il y a des niveaux de sécurité et d'accréditation pour entrer à la Fondation. Voici d'ailleurs un préface concernant ce niveau de sécurité. La classe et l'accréditation de sécurité d'un membre du personnel de la Fondation déterminent à quelle information il a accès. Cependant, bénéficier d'un niveau d'accréditation ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations du niveau correspondant. Le personnel a accès aux documents concernant une anomalie selon le principe de la nécessité d'information. Chacun prenant connaissance des données qui le concernent au vu de son poste et de son département. On a le niveau 0,
qui est celui qu'on donne à titre officiel uniquement. Donc on le donne généralement au personnel non essentiel qui n'a pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux confinés par la Fondation. L'accès au niveau 0, c'est généralement le personnel administratif, logistique et l'entretien qui travaillent dans des conditions qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir accès aux informations sensibles. On a ensuite des accréditations de niveau 1, là c'est pour le confidentiel. On va plutôt donner au personnel qui travaille à proximité des anomalies, mais sans nécessité d'accès direct aux informations qui les concernent. Il est généralement plutôt accordé au personnel administratif, logistique et d'entretien qui travaillent dans des conditions qui impliquent un accès contrôlé à certaines données sensibles. Il y a une accréditation de niveau 2 qui est dit niveau restreint. Elle est donnée au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations de certaines anomalies confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain et des spécialistes de confinement disposent de cette accréditation. Il y a l'accréditation de niveau 3 qui, elle, est secret. Elle est donnée au personnel de sécurité et de recherche supérieur qui a besoin d'informations approfondies à propos d'éléments tels que les circonstances de la récupération d'une anomalie ou la planification à long terme du confinement d'un objet. La plupart des superviseurs d'équipes de recherche, des responsables de projet, des officiers de sécurité et des membres des équipes d'intervention ou forces d'intervention mobiles vont agir avec cette accréditation. On a aussi une accréditation encore plus top secret, l'accréditation de niveau 4, qui elle est donnée au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à la quasi-totalité des informations de la base de données, telles que des données stratégiques et sensibles au sujet des opérations et projets de recherche de la Fondation. L'accréditation de niveau 4 n'est habituellement accordée qu'aux directeurs de site, directeurs de sécurité et commandants des FIM, donc des forces d'intervention mobiles. Et il y a le niveau d'accréditation 5, qui est donné au plus haut gradé du personnel administratif de la Fondation. Et celui-ci accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques et sensibles, quelle que soit leur nature. L'accréditation de niveau 5 n'est normalement accessible qu'aux membres du Conseil 5. On accorde des accréditations au personnel, mais aussi des classes qui vont être assignées aux membres du personnel. Là encore, ce sera selon leur proximité avec les phénomènes, entités ou objets potentiellement dangereux. On va avoir la classe A qui va être attribuée au personnel jugé vitaux aux opérations de la Fondation à échelle mondiale et qui ne doivent sous aucune circonstance s'approcher des anomalies. Lorsque les circonstances amènent le personnel de classe A à se trouver à proximité directe de ces anomalies, s'il se situe par exemple sur une installation comportant également des unités de confinement, celle-ci n'est pas autorisée à accéder aux zones contenant les anomalies et elle doit rester dans les zones sécurisées en toutes circonstances. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe A doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. Les membres du Conseil 05 sont automatiquement considérés comme personnel de classe A. La classe B, elle, est attribuée aux membres du personnel jugé essentiel aux opérations de la Fondation à l'échelle locale, mais qui ne sont pas autorisés à accéder à des objets anormaux tout de suite. Il faut une certaine période de quarantaine et une neutralisation de tout effet potentiellement dangereux chez ceux-ci. En cas d'urgence, les membres du personnel de classe B doivent être immédiatement évacués dans un endroit sécurisé prévu à cet effet. La classe C, elle, est attribuée à la majorité du personnel standard. Il dispose d'un accès direct à la plupart des anomalies qui ne sont pas jugées excessivement sensibles ou dangereuses. Et le personnel de classe C a été mis en contact avec des objets dotés de potentielles propriétés mémétiques ou dangers. Donc la classe C doit être placée en quarantaine et subie à une évaluation psychologique si celle-ci est estimée nécessaire par le personnel de sécurité. En cas d'urgence, les membres du personnel de la classe C, qui ne font pas partie du personnel de sécurité, doivent être barricadés dans les zones prévues à cet effet ou évacués à la discrétion des responsables de la sécurité de l'installation. Vous avez la classe D qui est attribuée au personnel renouvelable, qui est utilisé pour manipuler les anomalies dangereuses. Ils ne sont pas autorisés à entrer en contact direct avec le personnel de classe A ou de classe B. Le personnel de classe D est généralement recruté plutôt dans le monde entier parmi les rangs des prisonniers condamnés pour des crimes graves ou violents. Vous imaginez pourquoi, puisqu'il est possible de mourir ou de se faire tuer dans ces cas-là.
D'ailleurs, dans les circonstances extrêmes, le protocole 12 peut être engagé. Cela autorise un élargissement des sources de recrutement et permet ainsi de recruter parmi les prisonniers politiques, les populations de réfugiés et les diverses autres sources civiles. Le personnel de classe D doit passer des examens psychologiques réguliers et se voir administrer des amnésiques de classe B au minimum ou être directement éliminé à la fin du mois à la discrétion du personnel de sécurité ou médical. Si une catastrophe arrive à l'échelle d'un site, le personnel de classe D peut être éliminé sans préavis s'il n'est pas utile au personnel de sécurité. Et finalement, il y a la classe E, qui est une classification, provisoire, qui est attribuée aux agents de terrain et au personnel de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours de la sécurisation et de la mise en place du confinement initial d'un objet, d'une entité ou d'un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Un membre du personnel de classe E doit être placé en quarantaine dès que possible, puis suivi et surveillé afin d'observer les potentiels changements qui peuvent survenir dans ses habitudes, sa personnalité ou sa physiologie. Et il ne peut retourner sur le terrain qu'après avoir été déclaré sain et non anormal par les équipes médicales et psychiatriques. Après toutes ces observations sur le personnel, sachez aussi qu'il y a des titres encore en plus, donnés selon les professionnels qui travaillent sur le site. Vous avez d'abord les spécialistes du confinement qui ont deux rôles principaux au niveau des installations de la fondation. Ils vont permettre la mise en place d'un confinement efficace et l'optimisation de celui-ci. Dans un premier temps, les équipes de confinement sont appelées en cas d'activité anormale pour sécuriser et établir un confinement initial pour les objets, entités ou phénomènes anormaux afin d'éliminer les risques éventuels et de les transporter à l'installation de la fondation la plus proche. Ensuite, ce sont les ingénieurs et techniciens en confinement qui sont chargés, eux, de concevoir, améliorer et entretenir les unités et procédures de confinement des anomalies une fois sous la garde de la fondation. Vous avez les chercheurs. Eux, ils constituent la partie scientifique de la fondation. Ils sont choisis parmi les scientifiques les plus intelligents et qualifiés du globe, avec des spécialistes dans tous les champs de compétences imaginables, que ce soit de la chimie à la botanique, en passant par les sujets plus ésotériques, comme la physique théorique ou la xénobiologie. Le but de ces projets de recherche, c'est de pouvoir mieux comprendre les anomalies inexpliquées et leur fonctionnement. Ensuite, vous avez bien sûr des agents de sécurité. On les appelle souvent d'ailleurs des gardes. Eux, ils ont pour mission de maintenir la sécurité physique et les informations des projets, des opérations et du personnel de la fondation. Ils sont principalement recrutés dans le milieu militaire, policier ou le milieu de la détention. Et ils sont entraînés dans le maniement de tous les types d'armes conventionnelles, ainsi qu'à une grande variété de procédures d'urgence qui couvrent la plupart des incidents, qui peuvent mener à des brèches de confinement, comme par exemple des actions hostiles contre la fondation. Le personnel est également responsable de la sécurité des informations. Il s'assure que les documents sensibles ne soient pas placés à des endroits inappropriés et que les ordinateurs des installations soient protégés contre toute intrusion extérieure. Ils sont de plus souvent en première ligne de défense contre les forces extérieures hostiles aux installations de la fondation. Vous avez également les agents d'intervention tactique, ou équipes tactiques plus simplement, qui sont des équipes de combat hautement entraînées et lourdement armées, dont le but est d'escorter les équipes de confinement quand des entités anormales dangereuses ou des groupes d'intérêts hostiles sont impliqués, et ainsi de défendre les installations de la fondation contre les actions hostiles. Elles sont pour la plupart des unités militaires en poste dans les plus importantes installations de la fondation, prêtes à se déployer à tout moment. Vous avez bien sûr des agents de terrain, qui eux sont les yeux et les oreilles de la fondation. Ce sont des membres de personnel qui sont bien entraînés pour chercher et enquêter sur les signes d'activité anormale. Ils sont souvent sous couvert de forces de police locales ou régionales. Ils sont intégrés dans les services locaux tels que les urgences médicales et les organismes de régulation. En tant qu'unité sous couverture, les agents de terrain ne sont généralement pas équipés pour s'occuper des cas confirmés d'activité anormale. Lorsque la présence d'une anomalie a été remarquée et confirmée, les agents de terrain vont contacter immédiatement l'équipe de confinement la plus proche pour la sécuriser et la confiner sans danger. Vous avez les opérateurs des forces d'intervention mobiles, ou les FIM, qui sont des unités spécialisées qui sont composées de membres expérimentés du personnel de terrain de la Fondation. Les FIM sont mobilisés pour s'occuper des menaces de nature particulière, dont la gestion nécessite une formation qui serait inutile à des agents de terrain normaux. La composition d'une FIM peut varier énormément, allant d'un simple chercheur spécialisé dans le confinement des mêmes anormaux aux unités de combat lourdement armées chargées de sécuriser certains types d'entités hostiles. Vous avez un directeur de site,
une administration, qui sont les membres du personnel qui sont les plus haut placés de celle-ci. Ils sont responsables de la coordination des opérations du site, ainsi que de l'intégralité des anomalies et projets sous leur tutelle. Les directeurs de département se réfèrent directement aux directeurs du site, qui à leur tour vont alors se référer au Conseil 05. Et finalement, en personnel, vous avez les plus hauts placés, qui sont les membres du Conseil 05. Ils sont 13, et ils disposent d'un accès complet à la totalité des informations et aux documents de la Fondation. Le Conseil 5 supervise tous les projets de la Fondation dans le monde entier et va diriger ses opérations stratégiques sur le long terme. Au vu de l'importance cruciale de leur poste, les membres du Conseil 05 ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec quelque anomalie que ce soit. De plus, leur identité est classifiée. Chaque membre est identifié uniquement par sa désignation numérique, allant de 05-1 à 05-13. Voilà, ça sera tout pour la partie 1 de la présentation de la Fondation en général et du personnel de ceux-ci. Car en effet, j'en ai encore sous le pied, comme on dit. Il y aura sûrement une partie 2 qui concernera elle plus les sites de la Fondation SCP, les forces d'intervention, les véhicules, les armes utilisées, etc. Donc n'oubliez pas, ayez toujours en tête que la Fondation SCP, ou du moins quand on parle de objets SCP ou vous entendez des vidéos sur les objets SCP, ce sont des gens qui écrivent ces histoires sur des objets pour les faire devenir anormales et ensuite les classer donc sous Euclide, tel niveau, telle couleur, etc. Mais que ces objets n'existent pas, ou peut-être c'est inspiré de quelque chose de réel qui a été amplifié. Moi je dis bravo de toute façon à ceux qui ont créé la Fondation SCP, parce que je rappelle que tout ce que je vous ai dit là, c'est l'explication de la Fondation SCP par la Fondation SCP elle-même. Et je leur dis bravo parce que au lieu d'être un simple site où on va dire aux utilisateurs nous on parle d'SCP, ça doit être ça comme définition, écrivez-nous des histoires pour qu'on ait le plus de SCP possible. Non, ils ont été jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire qu'ils ont une présentation de ce qu'est la SCP. Ils ont une explication du personnel, du mode de classement des SCP, des sites qui les concernent, de l'équipement militaire, des forces d'intervention, etc., etc. Donc moi je trouve ça juste. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit des Français qui ont créé ça, mais bravo parce que maintenant c'est connu dans le monde entier. Mais en tout cas, comme je disais, rappelez-vous que les fameux objets SCP qu'on voit un peu partout, qui sont un peu plus connus maintenant, et vous pouvez voir des vidéos sur internet, notamment sur YouTube, puisque j'en regarde moi également, ce ne sont que des histoires postées comme certains vont poster une creepypasta. Voilà, normalement ce ne sont pas des choses vraies. Mais comme elle existe, qu'elle fait partie des choses qu'on considère de paranormales, puisqu'elle parle d'anomalies. Or les anomalies, c'est deux choses qui ne sont pas normales. Je me devais de vous expliquer ce qu'est la Fondation SCP, et je ne pouvais pas faire mieux que le faire avec comment la Fondation SCP se présente elle-même. Je ne pouvais pas vous inventer et vous présenter la Fondation en vous disant n'importe quoi. Donc voilà. J'espère que vous aurez tout du moins apprécié cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en SCP, normalement, vous ne devriez pas être trop perdus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, me dire si vous êtes pressé d'avoir la partie 2 ou pas, puisque c'est sûr qu'il y aura une partie 2, ça c'est clair et net. Je sais que c'est pas la partie la plus aimée de ma chaîne, les SCP, tout comme les mythes par exemple. Mais j'ai décidé d'ouvrir ce thème et je l'assume jusqu'au bout, sachant que là c'est pour une explication, donc c'est dans les qu'est-ce que, pour expliquer aux gens de manière générale qu'est-ce que la Fondation SCP, à pas confondre avec qu'est-ce qu'un SCP. Si vous êtes pressé d'avoir la partie 2, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez des idées d'autres vidéos, vous pouvez également m'en parler en commentaire. Si vous avez apprécié, eh bien, vous pouvez tout simplement vous abonner. C'est juste le petit bouton rouge s'abonner et c'est totalement gratuit.
Et si vous voulez ne rien perdre de ce que je poste niveau vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui fait toujours plaisir en cochant bien la case toutes les notifications. En tout cas, moi je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.